Bon, on a la conclusion par la bouche de celui qui a fait la réelle expérience que le Cameroun n'est pas un état de droit. Non, non, non. Pourquoi? Parce que pour ne s'en tenir qu'à la justice, d'abord le code de procédure pénale qu'a financé l'Union européenne est loin d'être respecté. Les conditions de garde, des conditions d'arrestation, interpellation, arrestation, les gardes à vue, les enquêtes, ça, n'est pas du tout. On est encore en plein régime colonial. D'accord. Oui, oui. Ça. Alors, deuxièmement, vous savez, au Cameroun, les magistrats, ils sont sous les ordres de l'exécutif. Ça peut être directement le président de la République, comme un ministre, comme un autre personnage important. D'accord. Moi, j'ai comme été, le ministre de la Défense, pour vous, par exemple, et d'autres. Mm-hmm. Lorsque, en cours d'appel, j'ai demandé la liberté provisoire, le greffier m'a dit que c'était OK. D'ailleurs, même, ce sont les juges qui m'ont suggéré de le faire. À l'audience d'argumentation, il était évident que c'était OK. Et on a donc renvoyé le délibéré à, je crois, un mois plus tard ou 15 jours. La veille, ma fille vient me révéler que le greffier lui a dit qu'il y a un coup de fil qui est arrivé et qui a demandé que, surtout pas de liberté provisoire. Et le lendemain, effectivement, la Cour a rejeté ma demande de liberté provisoire. Ça, c'est un cas et je sais qui a téléphoné. D'accord. Oui, oui. Ok. Une autre question que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que votre façon d'écrire, votre style a changé depuis avant et après l'incarcération? Non, non, non. Vous n'avez pas fléchi? Non, non, j'ai pas. Non, moi je dis ce que je pense. Ça plaît, ça ne plaît pas. Moi, je suis dans la logique de. Il faut raconter ce qui se passe. D'accord. Parce que ce que je peux écrire aujourd'hui peut paraître banal aujourd'hui, mais dans 50 ans, ça va avoir du sens. Oui, puisque tout cela aura disparu. Vous voyez aujourd'hui, au Cameroun, les peuples ont la mémoire courte. Hein. Au Cameroun, les gens glorifient Ahidjo. Tout simplement parce que ceux qui ont vécu sous Ahidjo n'ont pas décrit le Cameroun sous Ahidjo. Tout à fait. Voyez, non. Aujourd'hui, les Camerounais ne comprennent pas pourquoi nous avons obtenu l'indépendance. Tout simplement parce que ceux qui ont vécu le régime colonial n'ont pas raconté ce qu'était le régime colonial. Demain, aujourd'hui, les Camerounais se plaignent énormément de ce régime. Oh, le président, il y a 30 ans, ça suffit, machin, machin. Mais si vous n'écrivez pas ce qui se passe, si vous ne décrivez pas ce qui se passe, dans 50 ans, ce qu'on retiendra, c'est que oui, ce monsieur, il était gentil, il est arrivé, il a instauré la démocratie, c'était un homme tolérant, les gens volaient, mais bon, quand il se fâchait, il mettait un ou deux en prison, mais c'était vraiment un fils de Dieu. Voilà ce qu'on va retenir. Monsieur Eno, je vais vous poser une question pratique. Et maintenant, les conséquences. Vous n'avez pas peur? Non, non. Parce qu'en prison, vous n'aurez pas pu revenir. Oui, mais vous savez, non, non. Moi, j'ai écrit, hein, non, non, j'ai pas peur. Donc, vous écrivez et ça vous coûtera ce que ça vous coûte? Oui, oui, il ne va rien m'arriver. Si je suis allé en prison, j'en suis sorti, il ne va rien m'arriver. Non, non, moi, j'écris. J'ai des choses à dire. Il faut qu'on peut quand même encore vous arrêter et ça peut être pire. Non, je crois que maintenant, m'arrêter, maintenant, ça ferait encore, ça embarrasserait encore plus le régime. Non, non. Il n'est plus aisé maintenant de m'arrêter. Vous savez, mon arrestation a mis en difficulté le groupe. C'est pour la première fois que le Cameroun a été accusé à la Cour, Commission des droits de l'homme à Genève. Oui. C'était mon. Deuxièmement, oui, il y a eu une campagne mondiale qui a été fantastique, qui a embarrassé le régime. Troisièmement, n'oubliez pas que le président de la République a été pratiquement agressé en Suisse, en Belgique, à Rome, à Bruxelles, à Paris, pour ma libération. On lui aurait, bon, je n'ai pas de preuves, on lui aurait même balancé du piment sur les yeux, des choses comme ça, bon, des choses qu'on me raconte, je ne sais pas. Et on avait une vidéo en ligne. Oui, il y avait une vidéo. Oui, moi je ne l'ai pas vue. Moi, on m'a dit qu'il y avait une vidéo en ligne et tout ça. Et non, non, non. Je ne crois pas que ce soit maintenant l'occasion de me faire arrêter. Donc, on ne peut même pas imaginer le chemin d'exil pour vous. Moi, je suis. Bon, mon opinion sur l'exil est assez nuancée. Je crois qu'il ne faut pas partir en exil dans le sens d'abandonner le combat. Parce que si
des gens comme Oumniobé avaient fui le Cameroun, nous ne serions pas indépendants. Si Mandela et l'autre, Walter Sissoule, avaient fui l'Afrique du Sud, il n'y aurait pas la fin de la patrie. Mais souvent, partir en exil, ce n'est pas oublier le combat, c'est imaginer le combat d'une autre façon. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que ça dépend comment on se combat. Oui, c'est pour ça que j'ai voulu en disant que ça dépend de quel type d'exil. Si c'est un exil financier, maquillé en torture politique, en persécution politique, non, c'est pas bon. Mais si c'est un exil où ça vous permet d'avoir soit du recul, soit alors une liberté d'action. Un impact, oui. Par exemple, j'ai une proposition en cours par rapport à l'Allemagne. Ils me disent de venir 1 an, ils me logent et puis ils me donnent de quoi vivre pour que j'écrive. Alors ça c'est bien. Il me dit là tu ne seras pas persécuté. Oui, si pendant 1 an je peux avoir la possibilité. Mais vous n'êtes pas non plus en contact avec la réalité sur le terrain. Et quoi, du Cameroun? Quand vous partez 1 an, ou bien si vous partez en exil. Oui, c'est ça, j'allais venir. C'est un recul. Oui, j'allais venir. Que l'ennui aussi avec les îles, c'est que vous finissez par être déconnecté. D'accord. J'ai été frappé de lire Solzhenitsyn, qui était un grand écrivain russe, qui était en exil. Tout à fait. Et quand il est rentré en Russie, lui-même a avoué qu'il était déconnecté. Tout à fait. Et il avait. C'était pareil pour Soyinka. Voilà, vous voyez. Donc quand vous partez, le pays change, Le risque avec ma question, c'est que je ne veux pas, enfin j'essaie d'éviter que ça vous arrive. Oui, je comprends bien. L'histoire de non, la même conséquence à ce qui est arrivé à King Saro-Wiwa vous arrive. Donc c'est un peu ça, parce que une fois que vous êtes mort, vous n'êtes plus là pour écrire. Et on perd un peu votre regard sur la réalité. C'est pour ça que je pense à l'exil, parce que King Saro-Wiwa n'est plus en vie et on n'a plus la même réalité du Delta qu'on avait sous sa plume. En tant que producteur de il y a eu médias. Il y a eu beaucoup de complots visant à m'assassiner. D'accord. Mais je ne crois pas que ça réussira. Puisque c'est quand j'étais en prison que c'était plus facile. Ils n'y sont pas parvenus. Je ne vois pas pourquoi en liberté le ferait. Là-bas, j'ai été prévenu qu'on allait m'empoisonner. Et effectivement, je suis tombé malade du ventre et tout. Je me demande si ça avait réussi. Mais je n'en suis pas mort. Non, je ne crois pas. Alors, comment vous avez su qu'il y avait une mobilisation internationale sur votre cas? Je lisais un peu dans la presse locale. La presse locale. Et puis les rares copains qui venaient me rendre visite m'en parlaient. Vous connaissez quel genre d'organisation? Quand j'étais là-bas? Oui. Au Cameroun et à l'extérieur du Cameroun? Non, au Cameroun, c'était la presse. C'était la presse. La presse. Pas une organisation donnée? Non, pas vraiment. Ok. Non. Et mais à l'étranger? À l'étranger, il y avait le Code. Le Code? Oui, qui sont à Londres, je crois. Oui. Et il y a le PEN? Il y avait... Non, attendez, il y avait le Code, il y avait les Camerounais en Amérique. Tout à fait. Il y a une organisation comme ça, et puis il y avait PEN. Le PEN, oui, parce que ce sont eux qui m'ont trouvé de quoi vivre. Ils m'envoyaient de l'argent tous les mois. Tout à fait. Pour vivre. Ce sont eux qui m'ont changé les lunettes. PEN de Londres ou PEN de... Je crois que c'était PEN. Il y a beaucoup de PEN. Oui, je crois que c'était... Là, je ne sais plus d'où c'est venu, je ne sais plus. Il faut que je vérifie. En tout cas, ce sont eux qui m'ont financé. Il y a aussi article 19. Oui. Ce sont eux qui ont financé mes lunettes. Ils m'ont payé les soins médicaux, tout ça. Et puis ils m'envoient de quoi vivre tous les mois. Et ce sont eux qui ont payé mes avocats. D'accord. Oui, ils ont payé. Mais j'avais 2 avocats. Tous les honoraires des avocats, c'est PEN qui a financé, qui a payé. Oui. Okay. Et donc, ils ont une représentation ici au Cameroun qui était en contact avec vous, ou bien c'était par les avocats? C'est une personne qui servait de relais. En l'occurrence, Madame Domou Bergeline. D'accord. Elle servait de relais entre... Elle est qui? Elle est écrivain? C'est une militante politique, droits de l'homme, activiste et tout, militante de la démocratie. Elle vit ici à Yaoundé et aussi un peu à Douala. C'est à partir on se connaissait avant que je ne sois arrêté. Okay. Et je peux dire que c'est elle qui a déclenché même toute cette machine. Je lui dois vraiment beaucoup à cette dame. Ok. On va donc retourner à l'écriture. Oui. Je voulais vous demander parce que quand je lis votre travail, je me rends compte qu'il y a beaucoup la dénonciation du colonialisme et du néocolonialisme. Mais ma question c'est, pourquoi vous écrivez toujours sur le Cameroun si on est panafricaniste?
Pourquoi on écrit sur le Cameroun? Le Cameroun est pris comme un exemple pour Oui, c'est-à-dire que l'Afrique. Ma vision du panafricanisme est qu'il faut l'enraciner. Que les Togolais écrivent sur le Togo, les Rwandais sur le Rwanda, les Aérois, etc. Que nous ne sommes pas un peu dans un patriotisme parce Non, parce qu'il ne faut pas rester aérien en parlant du panafricanisme. Il ne faut pas être aérien, il faut être concret, grassroots. Oui. Donc, voici quelle est la réalité au Gabon. Tout à fait. Voici la réalité en Guinée équatoriale, au Mali, au Burkina, tout et tout. Sinon, vous parlez de panafricanisme comme les étudiants à la fac. Oui, quand j'étais étudiant en France, on parlait de ça. Mais une fois rentré au Cameroun, j'ai vu que les choses devaient être perçues ou en tout cas abordées différemment. Je le dis parce que ça existe, la façon dont les Africains écrivent sur leur propre pays, mais il n'y a pas de connexion entre les Africains des pays voisins ne se connaissent pas. Il y a eu des connexions. À l'époque où nous étions tous des étudiants en Europe, oui. Bon, nous les francophones allaient en France, les anglophones allaient à Londres, un mélange allait en Allemagne, en Russie, et il y avait vraiment connexion de l'intérieur. Là-bas? Oui, là-bas. Oui, mais quand vous revenez, quelle est la dynamique d'être en contact? Oui. Maintenant, on avait des organisations qui regroupaient les étudiants, l'intelligentsia à l'époque, à l'étranger. Et les régimes africains ont entrepris de les casser. Ils ont cassé, par exemple, nous en France, on avait la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui réunissait tous les étudiants d'Afrique noire, et par section territoriale. Donc il y avait UNECA, Union nationale des étudiants centrafricains, il y avait etc. Nous, on était UNEC, Union nationale des étudiants du Cameroun, et on tenait un congrès annuel. D'accord. Bon. Comme ces étudiants, comme les gouvernements ont vu que c'était une force d'opposition, ils ont entrepris de créer des sections de leur parti au pouvoir en Europe. Ça a donc démantelé tout ce que nous faisions. Maintenant, quand j'arrive en France, je suis surpris de constater que les Camerounais raisonnent en termes de tribus. Tout à fait, comme ici. Oui, alors que nous, à l'époque, on raisonnait en termes d'Afrique. Oui, c'était pas l'africanisme. Oui. À l'échelle du continent. Oui, c'est-à-dire que quand il y avait... Je me rappelle lorsque il y avait eu des meurtres, des massacres à Bamako, à l'époque de Moussa Traoré, nous avons manifesté, nous les étudiants, avec les étudiants maliens. Tout à fait. Et une fois, il y a eu une délégation de l'ambassade du Cameroun qui est venue nous voir à Strasbourg pour implanter le parti d'Aïdjo. Tous les étudiants africains s'étaient mobilisés pour venir dénoncer ce qu'ils faisaient, et etc. Je peux vous citer des cas comme ça où moi-même j'ai participé tantôt pour les causes camerounaises, tantôt pour les causes malgaches, même jusqu'au malgache. D'accord. Oui. Cela a diminué. Il y a eu une régression. Mais je pense que c'est une étape. Moi, je pense que c'est une étape. Puisque la volonté est là, je pense que cet enracinement n'est pas négatif. Parce qu'il faut bien d'abord savoir d'où on part pour bâtir parce que vous voyez, le réseau. Oui, l'ennui avec cette vision européenne du panafricanisme, c'est qu'on oublie une chose. C'est que les gens ici ne sont pas dans cette logique-là. Ouais, non. D'accord. Vous arrivez, je vous dis, ça va choquer ce que je vais dire là, mais vous êtes moins persécutés en étant africain en France qu'en Guinée équatoriale. C'est vrai. Oui. C'est pas choquant, c'est vrai. La réalité. Oui. Qui est d'ailleurs. C'est-à-dire que vous, un Camerounais, vous êtes plus libre en France, plus à l'aise, plus en sécurité que si vous vous retrouvez c'est ce que j'essaie de à Malabo ou à Bata. J'essaie de révéler ça dans ma question. Oui. Donc il y a un travail important à faire. C'est que si vous continuez à parler du panafricanisme là-bas à Paris, à Londres, à New York, à Washington ou autre, c'est comme un oiseau qui passe dans un avion qui passe dans la stratosphère, alors qu'il y a le réel, c'est autre chose. Et donc il y a cet aspect-là. Il y a une bataille locale ici. Et on va même plus loin. Lorsque vous en arrivez à vouloir dire des choses, on commence par vous identifier par votre origine ethnique. Qui parle là? Oui. Ouais, non? C'est à partir de cette réponse qu'on va vous écouter ou pas. Ou même ce que vous allez dire va être interprété ou pas. Dans ce sens, dans un sens. Dès que vous dites, c'est monsieur tel un ticard, c'est pas surprenant. Bon. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ouais, non? Ou bien, mais eux, c'est les vrais gens. Il y a toutes ces batailles qu'il faut mener. C'est pourquoi j'ai dit, cet enracinement est nécessaire. Il faut
d'abord bien connaître ce que l'on veut unir. N'oubliez pas que vous avez des gens comme Barthélemy Boganda, qui était le Premier ministre ça s'appelait à l'époque Ubangi Chari. Oui, il avait sa vision de États-Unis d'Afrique centrale, États-Unis latine d'Afrique centrale. Et c'est pourquoi il a changé le nom de Ubangi Chari en République centrafricaine. Et vous voyez son drapeau. Le drapeau qu'il a choisi, c'était une copie du drapeau américain avec plusieurs couleurs en disant on va unir l'Afrique centrale en constituant des États-Unis d'Afrique centrale. Oui. Bon, quelqu'un comme ça, on ne le connaît pas. Tout à fait. Moi, j'ai une question pour toi, oui. Puisqu'on tire un peu à la fin. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir en prison? Alors, j'étais convaincu que j'allais sortir. Oui, mais après, en prison, on a beaucoup de temps. Comment on tue le temps? J'écrivais. Moi, je m'ennuyais pas là-bas. C'est l'écriture. Oui, moi, je m'ennuyais pas là-bas. On vous a autorisé à écrire. On vous a laissé votre plume et du papier pour que vous puissiez écrire. Bon, j'écrivais d'abord. Il faut que je raconte un peu ce qui s'est passé. Je me suis inscrit à la bibliothèque. Donc, le matin, je partais avec mes feuilles de papier, j'écrivais. Et lorsque j'ai su qu'il y avait une salle informatique, il fallait payer 3000 francs pour 2 mois. J'ai commencé à payer. Et je me suis mis à écrire sur une machine. Oui. Et j'ai entamé un livre que j'ai intitulé Cameroun, désert des droits de l'homme. Cameroun, désert des droits de l'homme. Et c'est là que la nuit, un gardien de prison est venu ouvrir la machine, l'ordinateur. Il a lu ça. Il est allé moucharder chez le régisseur en disant Monsieur Hénault écrit des choses dangereuses. Il critique le pays, tout ça. Il dit qu'il n'y a pas de droits de l'homme ici. Et le matin, j'arrive, on me dit le régisseur a demandé que vous n'entriez plus ici. On vous a censuré. Oui, il m'a expulsé de la bibliothèque. Et où est cette copie? Attendez, donc j'en informe Madame Domou qui répond à la nouvelle. Peine sans charge. Alors ils se sont mis à inonder le bureau du régisseur de lettres de protestation. Tout à fait. Il en recevait des tonnes. Je dis bien des tonnes. Un soir, vers 20h, peut-être un mois après, un gardien de prison me cherchait. À 20h, j'ai eu peur parce qu'à 20h, la cour centrale est dans le noir. Je me suis dit, mais ils vont m'égorger ou quoi? En pleine nuit comme ça, c'est suspect. Bon, j'étais avec des jeunes copains, je leur ai dit, bon, si je ne reviens pas, au moins vous pourrez raconter qu'on est venu me chercher. Ils me disent, oui, vas-y. Je vais, on traverse la cour centrale et puis on va même dans le bureau du régisseur. Et c'est quelqu'un qui vous tutoie spontanément, il me dit, toi là, assois-toi. Bon, je m'assois. Pourquoi tu proposes mon nom sur toute la terre? Je dis, pardon, monsieur le régisseur, tu proposes mon nom sur toute la terre. Je dis, mais je suis bien embêté, monsieur le régisseur. Je suis ici en prison. Je ne connais même pas votre nom. Je ne connais pas votre nom, ni même votre prénom. Il dit, mais mon nom est le prénom. Il sort une grosse chemise comme ça. Avec des lettres de protestation. Elle était jaune. Il l'ouvre, il dit, mais ça vient de partout, ça vient d'Australie, ça vient de Nouvelle-Zélande, ça vient de Belgique, ça vient du Canada, ça vient des États-Unis, ça vient de partout. Je vous ai fait quoi? Ils disent que je vous ai chassé de la salle informatique. Est-ce que je vous ai chassé de la salle informatique? Non, il me tutoie. Il me dit, est-ce que je t'ai chassé de la salle informatique? J'ai dit, mais c'est ce qu'on m'a dit un matin. Il dit, moi je n'ai jamais pris une telle décision. J'ai dit, bon, alors je peux retourner demain matin. Il me dit, oui. Il me dit, bon, mais attends, avant de partir, tu dois répondre, ça c'est une lettre, voici des gens de Belgique qui disent que je t'ai chassé. Il y a l'autre du Canada, voici celle-ci vient de New York, machin. Bon, il faut leur répondre que d'abord, je ne m'attrape pas. Alors je dis, monsieur le régisseur, je vais vous dire une chose. Si je leur écris ça, ils vont comprendre que vous m'avez menacé pour que j'écrive une telle lettre. Donc, il vaut mieux ne pas répondre. Ah là là, ouais, mais toi, tu sors. Je suis sorti. Alors, en sortant, je dis, bon, demain, je peux retourner à la salle informatique. Il me dit oui. Voilà comment je suis retourné à la salle informatique. J'ai continué à écrire à la salle informatique. C'est comment ça se passait. Qu'est-ce qui s'est passé à qu'est-ce qui est arrivé à vos co-détenus? Ils sont toujours en prison? On était 4. Il y a un seul qui est resté. Pourquoi? C'est l'une des personnes qui a été manipulée. Non, c'est l'une des personnes qui a été manipulée. Et à la limite, j'ai envie de dire, bon, qui crache en l'air soit sur le visage. Vous voyez, c'est à cette personne qu'on a fait dire que je lui ai donné de l'argent pour acheter des armes. Oui. Vous voyez, c'est à cette personne qu'on a fait dire également que elle m'a remis de l'or. Bon, elle a été manipulée, bon, elle a écopé de 9 ans, puis finalement un coup d'appel de 6 ans. Bon. Alors, mon cher Hénault, si toutes les organisations qui vous ont soutenu vous invitent à
partir en tournée pour Oui. expliquer un peu votre condition. Oui. Est-ce que vous accepterez? Ah, volontiers, oui. Moi, je crois